Il n'a pas crié quand on lui a enfoncé la sangle dans la bouche. Il ne pouvait plus, il n'avait plus de langue. Sa bouche était pleine de sang, de salive et de bile. Il haletait, tandis que la sangle, imprégnée de ses propres excréments, se resserrait autour de son cou. Les serviteurs tremblaient, mais il continuait, obéissant aux ordres du nouveau Seigneur. L'odeur qui se dégageait de son corps était insupportable. Le roi, que l'on appelait encore hier loin de Dieu, avait été étranglé avec ses propres entrailles, retiré de son ventre ouvert. Mais tout avait commencé quelques semaines auparavant. Lorsque le roi Ferdinand entra dans sa 49e année, son corps ne lui obéissait plus. Il pouvait à peine marcher, sa jambe droite était enflée, éclatée, et suintait un pus jaune et nauséabond. La nuit, il gémissait bruyamment, sans même se gêner devant les courtisans. 6 mois plus tôt, il avait lui-même exécuté un évêque pour hérésie, assistant à son bûcher depuis son balcon. À présent, il ne pouvait plus se lever pour sortir de sa chambre. Les médecins tentaient de dissimuler la gravité de son état. Dans leur rapport au conseil, ils écrivaient « Son Altesse souffre de fièvre et de phtisie ». En réalité, il s'agissait d'une décomposition progressive des tissus mous de l'aine et de l'abdomen. L'un des chirurgiens royaux, Jean de Royer, écrivait dans ses notes privées « Le 3e jour, du pus s'écoula de l'urètre. Le 4e, la peau de l'aine noircit et commença à se détacher. La saignée ne servit à rien. Une pommade à base de saindoux, de vermouth et de vinaigre ne fit qu'accentuer l'odeur. Sa Majesté pleurait la nuit comme un nourrisson. Les appartements étaient aérés avec de la glace et des sacs de lavande étaient déposés sur le sol. Les serviteurs étaient changés tous les jours, car l'odeur émanant du corps du monarque provoquait des vomissements. Les gardes refusaient de se tenir à la porte sans masque imbibé d'alcool. À la mi-mars, environ 3 semaines avant sa mort, le roi a commencé à perdre ses dents. Il tombait pendant les repas, ses gencives pourrissaient, saignaient et ne répondait à aucun traitement. Lors de l'autopsie, le rapport indiqua début de décomposition de la mâchoire. La paranoïa grandissait. Il soupçonnait tout le monde, sa femme, ses fils aînés, le lord gardien des sceaux. Il ordonna d'empoisonner toute la cuisine avant les repas et de goûter chaque plat 3 fois. Il ordonna d'installer un verrou sur la porte de ses appartements, de la sceller et de ne laisser entrer personne sans ordre écrit. Aucun de ses proches ne vit le roi pendant près de 9 jours. Seuls 2 eunuques lui apportaient de l'eau et de la nourriture. L'un d'eux écrivit des années plus tard dans sa confession. À partir du 8e jour, son corps commença à bouger sous la peau. Je vis un ver blanc sortir de sa jambe. Il dit lui-même « C'est le diable qui est venu me chercher à travers le sang ». Pendant ce temps, le conseil du royaume se réunissait déjà sans lui. Sa signature était remplacée par son anneau. Des négociations secrètes avaient lieu entre le prince Alphonse, son frère Gaston et l'archevêque d'Artois. Des rumeurs circulaient selon lesquelles, en cas de mort de Ferdinand, le trône serait occupé par son fils cadet, le seigneur Gérard, bien qu'il fût né d'une liaison avec une servante de la cour. Cela provoquait la fureur des héritiers plus âgés. L'entourage du monarque s'amenuisait. L'un des médecins personnels disparut sans laisser de traces. Un autre fut retrouvé mort dans la bibliothèque, officiellement des suites d'un coup porté à la tête. Dans la ville, le peuple murmurait déjà « Le roi est mort, mais ce sont des démons qui le gouvernent ».
des tracts apparurent sur la place. Rendez-nous le corps. Les ambassadeurs de France et de Bohême quittèrent la cour, craignant une révolte ou la contagion. L'Église, au contraire, s'activa. Des litanies quotidiennes furent organisées pour le pardon des péchés du monarque. L'archevêque, secrètement convoqué dans ses appartements, décrivit dans son rapport « Sa bouche est ouverte, mais il n'a plus de langue. Il ne peut pas parler. Il ne fait que gémir et griffer les murs. Ses ongles sont noircis. Il demande de l'eau, mais ne boit pas. Sur le sol, sous lui, il y a des flaques noires et quelque chose qui ressemble à des larves. » Lorsque les conseillers entrèrent enfin dans le palais, ils furent accueillis par 2 eunuques et un garde qui vomissait à l'entrée. Les appartements ressemblaient à une crypte. L'odeur était si forte que la première rencontre fut reportée dans une pièce voisine. Le roi fut trouvé sur le sol, rampant et laissant derrière lui une traînée de sang et de pus. Ses yeux étaient enflammés, ses cheveux tombaient, son visage était couvert de taches brunes. Sur son flanc droit, une plaie ouverte était béante, dans laquelle grouillaient des insectes. L'un des participants à la réunion a déclaré plus tard « Je pensais que ce n'était pas un être humain. C'était un morceau de viande en décomposition qui avait autrefois porté une couronne. » Lorsqu'ils ont essayé de le remettre au lit, il s'est débattu. Il se jetait sur tout le monde, mugissait, essayait de s'arracher la peau. On l'immobilisa avec des sangles et on l'attacha à son lit. C'est alors qu'on appela le bourreau, non pas pour l'exécuter, mais pour soulager ses souffrances. La cour décida que si le roi ne pouvait plus parler, il n'était plus nécessaire de l'écouter. On lui coupa les oreilles, puis la langue. Tout cela sans anesthésie, seulement de la pommade à base de belladone et du fer rouillé. Il perdait connaissance sous l'effet de la douleur, mais se réveillait ensuite en hurlant comme une bête. On lui cousit la moitié de la bouche pour l'empêcher de déchirer les bandages. Ce n'était que la première des 4 semaines, qui allait devenir le fléau de toute la cour. Au cours de la 2e semaine, lorsque ses yeux ont commencé à s'infecter et que ses paupières se sont collées, il ne distinguait plus les silhouettes. Il gémissait à travers les coutures, s'étouffant avec ses crachats, toussant parfois du sang. Les serviteurs ne changeaient plus ses draps, ils les brûlaient. On retirait de sous son lit des souris qui, selon les rumeurs, commençaient à ronger les restes de nourriture tombés de sa mâchoire pourrie. L'un des gardes de nuit nota « J'ai vu une créature serpentine sortir de son oreille, peut-être un ver. Il ne criait pas, il essayait d'embrasser l'air. » Le conseil convoqua une réunion d'urgence. Le roi était pratiquement incapable de régner. Le trône était sans pouvoir. Le prince Alphonse proposa de déclarer officiellement son père mort. L'archevêque insista pour que l'on procède au rituel d'exorcisme. Le prince Gaston fit venir du monastère un ermite muet afin qu'il ressente la souillure. L'ermite n'entra pas dans la chambre. Il s'assit près de la porte, silencieux, se serrant dans ses bras, et mourut le lendemain d'un coup indéterminé. Après cela, les corps des défunts du palais ont été brûlés immédiatement, sans attendre les funérailles. Lorsque quelque chose de dense et de noir a commencé à s'écouler des appartements royaux à travers le trou de la serrure, le château a été ouvert. Ferdinand gisait nu, couvert de moisissures, le ventre ouvert. Il avait arraché une partie des sutures, son ventre était ouvert et les bords de la peau étaient noircis. L'un des rapports indique un liquide putride mélangé à du mucus, des morceaux d'intestin et des larves
a été découvert dans la cavité abdominale. Le cœur battait faiblement. Le pouls était indétectable. Les yeux ne réagissaient pas. Cependant, il bougeait les doigts. Les médecins étaient impuissants. On leur demandait un miracle, mais ils ne pouvaient que gratter le pus, laver les restes de chair et changer les bandages. Un jour, en essayant de couper les tissus nécrosés de la cuisse, le chirurgien tomba sur un os et comprit que tout le muscle était déjà en décomposition. L'os était poreux comme une éponge. Cela a été consigné dans Analyse anatomique des cas de grande gangrène, un traité publié 50 ans plus tard. Les prêtres parlaient de malédiction. Certains se souvenaient que, dans le passé, le roi avait brûlé un monastère avec les moines encore vivants. D'autres, qu'il avait ordonné de noyer sa propre sœur pour adultère. Les courtisans qui connaissaient ces histoires ne mettaient plus les pieds dans ces appartements. La garde était changée toutes les heures. Parfois, au petit matin, on entendait des gémissements comme si une bête hurlait à l'intérieur des murs. Parfois, on entendait un râle qui ressemblait à un rire. C'était sa voix, ou celle de ceux qui étaient déjà morts. Ses fils continuaient à se battre. Alphonse se préparait à son couronnement et recrutait sa propre garde. Gaston envoya des lettres dans toute la province, promettant de débarrasser le trône de la folie. Les rumeurs concernant le meurtre du roi devinrent publiques. Des foules se rassemblèrent devant les murs du palais, exigeant que le monarque soit présenté vivant. L'un des gardes leur lança une pomme pourrie, ce qui déclencha une émeute. Le soir même, une délégation du conseil fit irruption dans les appartements. Ils trouvèrent le roi vivant, mais gisant dans une mare de pus, le ventre ouvert, d'où sortait sa propre ceinture. À ce stade, selon les chroniqueurs ultérieurs, il n'était déjà plus conscient. Il s'agitait, gémissait, tendait les bras, mâchait l'air. Ses membres étaient noirs jusqu'aux genoux. Sa peau se détachait par lambeaux. Un doigt tomba sous les yeux des témoins. Les muscles autour de son ventre étaient rongés. Les médecins dirent « La décomposition précède la mort ». Et pourtant, il respirait encore. Il se débattait. La couronne lui appartenait toujours. C'est pourquoi ils décidèrent d'en finir. Cette décision ne fut pas consignée officiellement. Pas de décret, pas de signature. Il n'y a que les témoignages de 3 témoins consignés par un moine 10 ans plus tard. Ils lui ont mis une sangle dans la bouche. Ils l'ont tendue derrière lui et l'ont passée à travers la plaie. La sangle traversait le corps et ressortait au niveau du cou. L'un la tenait, l'autre tirait. Il a cogné sa tête contre le sol, puis il s'est tu. Le corps a été enveloppé dans des tissus, mais il continuait à suinter. Aucun remède ne pouvait empêcher la décomposition. Le médecin de la cour, exprimant son regret, a déclaré « Il est impossible d'embaumer le corps sans détruire les restes. Les os se détachent de la chair, les organes se sont dispersés, même les yeux sont réduits en bouillie. » Le roi n'a pas été enterré. Il fut brûlé. L'urne fut cachée dans une cave. Il n'y eut aucune cérémonie. Les serviteurs changèrent leurs vêtements, brûlèrent les draps et aspergèrent les murs de vinaigre. Le nouveau souverain, Alphonse, publia un décret le lendemain matin. Oublions cette honte, n'en parlons plus. Mais il fut impossible d'oublier. Les exécutions commencèrent. Gaston disparut. Les serviteurs qui soignaient le père furent chassés. Les rumeurs devinrent plus effrayantes que la mort. Le roi ressuscitera. Le roi est maudit. Il a été dévoré de l'intérieur pour ses péchés. Le peuple brûlait des bougies. Les femmes s'arrachaient les cheveux.
Dans les monastères, on commença à prier pour lever l'ancienne malédiction qui pesait sur la famille. Les conséquences durèrent moins d'un mois, mais leurs répercussions se firent sentir pendant des décennies. Tous ceux qui s'approchaient du trône se souvenaient. Le roi, qui n'avait plus de langue, plus d'oreilles, plus de chair, respirait encore et regardait. Ses entrailles l'étouffaient, mais la décomposition ne s'arrêta pas au cours de la 3e semaine, alors qu'il était déjà impossible de rester dans les appartements du roi sans un bandeau sur le visage et sans fumer de genévrier. Les courtisans commencèrent à s'éloigner non seulement physiquement, mais aussi dans leurs souvenirs. Son nom ne fut plus prononcé lors des réunions du conseil. Dans les documents, il était désigné comme le Grand Couché. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'incinération du corps était un faux et que le roi était toujours en vie, enfoui dans les profondeurs du château, où ses blessures étaient nourries par des souris afin de prolonger ses souffrances pour ses péchés. Selon les serviteurs de la cour, après avoir été étranglé avec une ceinture, le corps est resté chaud pendant plusieurs heures. Le cœur battait par intermittence, les mains tremblaient. Ce n'est qu'après l'ouverture de la cavité abdominale et le vidage du contenu noirci que Ferdinand a été déclaré définitivement mort. Mais même alors, personne n'osa prononcer le mot « mort ». Dans les notes du conseiller principal, on peut lire « La chair s'est décomposée, la voix s'est éteinte, la couronne est sans tête. Le corps fut divisé, la tête avec les restes de cheveux fut placée dans une urne séparée, vraisemblablement pour éviter de propager la contagion. Mais plus tard, ni l'urne ni les restes ne furent retrouvés. L'un des serviteurs, Guillaume Labrute, raconta plus tard dans une taverne qu'il avait vu un noble emporter le corps dans un sac à charbon pendant la nuit. Il est possible qu'il ait été brûlé en secret ou conservé dans un hôtel privé, en souvenir. Le nouveau règne d'Alphonse commença par des serments de purification. Il ordonna d'effacer toute trace de son père. Tous les tissus sur lesquels il restait du sang furent brûlés. Le sang qui avait imprégné le sol de la chambre fut gratté à la main. Les tapis furent détruits. La chambre où Ferdinand avait vécu ses dernières semaines fut murée. Sa porte fut recouverte de cire et de briques. Les artisans signèrent la pierre, fermée à la pourriture et au mensonge. Cependant, les rumeurs persistaient. Des lettres provenant des terres voisines faisaient état d'un mort couronné se tenant debout la nuit sur les murs du château. Les serviteurs commencèrent à voir des ombres dans les couloirs. Plusieurs d'entre eux furent retrouvés morts de peur. Un chevalier, nommé Charles d'Avier, vit la porte des appartements murés entr'ouverte et jura avoir entendu une toux. L'inquiétude grandissait dans la ville. Des fous apparurent aux portes du palais, criant les noms des morts. Un vieillard sonnait le glas et criait « Le roi est pourri, mais son esprit est toujours là. » On l'emmena. Mais d'autres se mirent à le répéter. Les prêtres exigèrent une purification totale, spirituelle et physique. Dans les monastères, on lisait des psaumes sur le rejet de la chair. La cour prit la décision de déclarer Ferdinand traître à la foi. Ce fut difficile. L'Église hésita, mais l'influence d'Alphonse et l'or firent leur œuvre. Le 7e jour, après l'autodafé officielle, une liturgie à huis clos fut célébrée, au cours de laquelle Ferdinand se vit refuser l'absolution. Son nom fut rayé des prières. Ses portraits furent brûlés. Les pièces de monnaie à son effigie furent refondues. Les chroniqueurs écrivirent « Avec lui, c'est une époque de décadence qui s'en va. Qu'elle ne renaisse jamais. »
Mais tous ne se laissèrent pas faire. Les partisans du fils cadet, Gaston, rassemblèrent une armée. Ils accusaient Alphonse d'avoir assassiné son père et d'avoir trahi sa famille. Gaston jurait que le roi n'était pas mort de maladie, mais qu'il avait été étranglé alors qu'il était en voie de guérison. Il envoya des lettres décrivant comment on lui avait coupé la langue et les oreilles pour qu'il ne puisse pas dire la vérité. Dans certaines régions, on le croyait. Dans d'autres, on se moquait de lui. Mais le doute était semé. Dans ses lettres aux cours étrangères, Alphonse décrivait une perte douloureuse et un déclin naturel, mais personne ne le croyait. L'ambassadeur de Savoie écrivait à la capitale. Une odeur nauséabonde régnait même dans les couloirs. Nous ne pouvions pas respirer. Ce n'était pas la mort, c'était autre chose. Certains prêtres parlaient ouvertement de malédiction. L'un d'eux, le frère Barthélemy, écrivait « La mort est une miséricorde, et on l'a emportée en hurlant. Aucun chrétien ne devrait mourir parmi les vers, le sang et le mensonge. Il n'a pas reçu l'extrême onction. Il n'a pas été pardonné. Il a été dévoré. » Malgré les menaces, Gaston partit en guerre. Une lutte courte mais sanglante pour le pouvoir s'ensuivit. Dans les champs près de Tournai, l'armée de Gaston fut mise en déroute. Il fut exécuté. Ironie du sort, on lui coupa les oreilles et la langue pour trahison avant de le noyer dans son propre sang, qui avait coulé lors de l'incision des veines. Sa mort fut considérée comme le symbole de la fin de l'ère Ferdinand. Mais la peur resta. La nuit, le palais était secoué par des coups. Les pièces furent à nouveau murées. Les nouveaux souverains ne s'installèrent pas dans ces appartements. On racontait que du liquide noir coulait du plafond, que les murs gémissaient. Le roi, mort sans prière, étranglé par ses propres entrailles, n'était pas oublié. La dernière semaine qui suivit la mort de Ferdinand n'apporta pas la paix à la couronne ni au pays. Malgré toutes les tentatives pour effacer son nom des chroniques et de la mémoire de la cour, les conséquences de sa mort continuèrent à pourrir, tout comme son corps. Les appartements murés ont commencé à se fissurer, au sens propre du terme. 3 jours après les funérailles, une ligne sombre et grasse, semblable à une trace de puce, est apparue sur le mur nord de la chambre. Le maçon appelé pour réparer a refusé de travailler, a jeté ses outils et a quitté le château en criant « Il gémit à travers la pierre ». Cela se passa le lendemain matin, après une réunion à huis clos du conseil, au cours de laquelle Alphonse ordonna de détruire tous les journaux intimes, lettres et documents liés aux dernières semaines de la vie de son père. Il fut également ordonné de confisquer et de brûler le traité du médecin Jean de Royer. Ce dernier, auteur des notes les plus détaillées sur la décomposition du monarque, disparut sans laisser de traces. Sa maison fut trouvée vide. Les fenêtres étaient ouvertes. Le foyer était rempli de cendres, parmi lesquelles, selon les rumeurs, on aurait trouvé des dents humaines. Cependant, certains extraits ont été conservés. L'un des copistes, qui n'avait pas détruit le brouillon, le transmit plus tard à un monastère de Beauvais. On pouvait y lire. Le cadavre a continué à bouger après que son cœur ait cessé de battre. Aucun mélange connu n'a pu arrêter la décomposition. Une vermoulure est apparue dans l'aine, d'où, d'après les observations, sont sorties au moins 20 larves de la longueur d'un petit doigt. L'une d'elles a remonté le côte et a disparu dans la bouche. Ce n'était pas une décomposition normale, c'était un châtiment.
La guerre contre Gaston dura moins de 2 semaines, mais fit plus de 2000 morts. Après son exécution, Alphonse tenta de rétablir l'ordre, mais la couronne restait souillée. Aucun nouveau conseiller n'acceptait de passer la nuit au château. Les rapports militaires provenant des provinces éloignées faisaient état de signes avant-coureurs. Pluie sanglante, oiseaux morts, peste dans les monastères. Dans une lettre adressée à l'archevêque, l'un des abbés écrivait « Je crois que le roi n'était pas un homme. Sa mort n'est pas éteinte. Elle continue de couver. Nous ne pourrons nous purifier de cette puanteur tant qu'il n'y aura pas de repentir. » La malédiction, comme on l'appelait déjà ouvertement, devint un sujet de conversation courant. On interdit de mentionner la maladie, on interdit même d'utiliser le mot pourriture dans les traités et les sermons. Une nouvelle loi exigeait d'appeler la maladie de Ferdinand fièvre sacrée. Mais même ceux qui avaient peur de parler ne pouvaient oublier. Les sangles utilisées pour l'étranglement ont été retrouvées dans le puits. L'un des gardes s'est suicidé après avoir déclaré qu'il entendait son nom l'appeler depuis les profondeurs. La purification du palais s'est accompagnée non seulement de l'incinération des tissus, mais aussi de la décapitation des corps. Les serviteurs qui mentionnaient à haute voix les dernières semaines de la vie de Ferdinand étaient exécutés. D'abord en silence, puis en public. L'un des cuisiniers qui avait nourri le monarque pendant ses derniers jours fut cuit vivant dans un chaudron, accusé d'avoir profané la nourriture. Avant de mourir, il eut le temps de crier « Je ne suis pas coupable, ça puait déjà quand je suis entré. » Cette phrase fut murmurée sur les marchés. Ça puait déjà quand je suis entré. C'est ainsi que le peuple décrivait non seulement le roi, mais aussi le pouvoir lui-même. Sa décomposition. L'archevêque d'Artois, soucieux de clore définitivement l'affaire, organisa une cérémonie de réinhumation des cendres. L'urne fut transférée au monastère Saint-Laurent, entourée d'un mur et d'un fossé. Une seule personne fut autorisée à y entrer. Un moine allemand, spécialiste des psaumes purificateurs. Il mourut 3 jours plus tard. Depuis lors, le monastère fut scellé, mais la peur subsistait. L'un des nouveaux membres du conseil, Jean de Montigny, écrivit dans une lettre personnelle à son frère « Je ne peux pas dormir, je sens une odeur, elle me poursuit. C'était un mauvais roi, mais sa mort est pire que sa vie. Nous vivons sur des restes, nous marchons dans son fumier. » La réaction du peuple était contradictoire. Certains allumaient des bougies et priaient, considérant le roi comme un martyr. D'autres, au contraire, disaient que c'était juste. Il avait versé le sang d'innocents, rompu ses serments, rejeté l'Église. Il avait exécuté ses propres frères, trahi les livres saints, instauré des impôts sur les lits, rasé des villages pour construire des canaux. Tout était revenu à travers son corps. Une division interne s'est installée entre l'ancienne noblesse et le nouvel entourage. Ceux qui soutenaient Alphonse exigeaient l'arrestation de tous ceux qui avaient servi Ferdinand. Les purges ont commencé. Au cours du premier mois, plus de 80 personnes ont été pendues. Certaines pour des accusations réelles, mais la plupart simplement parce qu'elles sentaient mauvais. Les femmes de la cour refusaient d'entrer dans l'aile où le roi était mort. On disait que ça sentait la mort, même à travers les murs. Les fenêtres étaient bouchées avec du plomb. Les murs ont été repeints en blanc, puis en noir. Finalement, ils ont été entièrement recouverts de chaux.
Des poupées hideuses représentant le roi sans oreilles ni langue ont commencé à apparaître dans la ville. Elles étaient accrochées aux portes des maisons. C'étaient des signes, un avertissement ou une malédiction. Cependant, les conséquences religieuses ont été tout aussi importantes que les conséquences politiques. Après l'exécution de Gaston, après la mort horrible de Ferdinand lui-même, l'Église s'est divisée. Une partie des évêques a exigé une révision des canons de la purification. D'autres ont déclaré qu'une telle mort témoignait de l'intervention de l'enfer. Des discussions ont commencé sur la nature du péché et sur la question de savoir si le corps pouvait pourrir de son vivant, si l'âme était déjà rejetée. La mort du roi a engendré un nouveau cycle de peur. La couronne n'était plus une certitude. La religion n'était plus claire. Le peuple a commencé à craindre le corps, considéré comme le réceptacle de la malédiction. Des superstitions sont apparues, selon lesquelles une personne qui dégageait une odeur de pourriture était porteuse du péché. Même les malades innocents ont commencé à se cacher. Et pourtant, dans les chroniques les plus secrètes, il reste une note, rédigée, selon toute vraisemblance, par un moine qui en fut témoin. Quand on l'étranglait avec ses propres entrailles, il regardait. Il ne pleurait pas, il ne priait pas, il regardait seulement. Et ce regard avait plus de pouvoir que toute sa vie. Car désormais, il était devenu ce que tout le monde craignait, un corps qui ne mourait pas, mais qui décomposait les vivants. Ce n'était pas la mort d'un homme, c'était la mort qui restait. Invisible, puante, muette, comme le roi lui-même.